Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir en tant qu'hypersensible dans quelle catégorie de travail vous vous situez. Alors, vous êtes nombreux dans les commentaires à me faire part de vos expériences professionnelles. Vous êtes dans une quête éternelle de recherche de votre vocation. Si vous me témoignez tout cela, c'est que vous avez probablement fait de multiples expériences de travail. Et je sais même qu'il y a des étudiants qui me regardent, qui sont en terminale et qui ne savent pas du tout quoi faire parce que évidemment, vous n'avez encore rien expérimenté puisque vous avez passé toute votre vie, depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée, à l'école. Donc c'est tout à fait normal, je suis passé par là et être dans l'incertitude, c'est plutôt quelque chose de positif parce que ça veut dire qu'on se cherche. Donc si vous regardez cette vidéo, ne vous sentez pas alarmé, ne vous sentez pas animé par un sentiment d'urgence, ça ne sert strictement à rien, bien que ce soit naturel. Mais le simple fait de vous poser des questions de gamberger, alors des fois on utilise notre énergie à mauvais escient, dans la mauvaise direction, on ne trouve pas forcément la solution, mais le fait d'être dans cette posture, de se questionner, d'être à la recherche d'une activité qui nous plaît, qui nous épanouit, qui nous fait du bien, vous inscrit indubitablement sur la bonne voie. Alors probablement vous avez fait de multiples expériences de travail. Peut-être que vous avez fait des expériences fastidieuses, peut-être avez-vous fait aussi des expériences éprouvantes, mais peut-être aussi que vous avez fait des expériences passionnantes. Mais le plus souvent, ce qui revient chez les hypersensibles, c'est qu'elles se plaignent de ne pas trouver de sens dans leur travail. Et lorsqu'on recherche du sens dans son travail, quelque part, on cherche à lier le perso et le pro. On recherche vraiment le travail idéal dans lequel on va pouvoir s'épanouir et en même temps trouver sa place dans ce monde. Mais très souvent, le travail est vraiment vécu comme un supplice parce que peu de personnes, notamment des personnes très sensibles, ne s'y reconnaissent pas. La raison est simple, c'est qu'on se pose 1 milliard de questions plutôt qu'être un bon travailleur, opérateur qui fait ce qu'on lui dit. Vous êtes plutôt dans cette situation, dans cette posture de recul par rapport aux choses. Vous arrivez facilement à analyser les choses, à voir qu'il y a un ensemble de stimuli dans votre environnement qui vous agacent, qui vous font sentir mal à l'aise. Et puis lorsque vous essayez avec beaucoup plus de distance, de voir quel sens vous avez au sens large dans ce monde du travail et qu'est-ce que ça apporte au monde, vous ne trouvez pas vraiment de réponses qui correspondent concrètement à vos valeurs. Et ça, c'est vraiment le mal du siècle. Il y a une crise de sens existentielle où on est de plus en plus à vouloir chercher le sens qu'on va apporter dans ce monde à travers notre travail. Et bien souvent, on s'aperçoit que les tâches que l'on veut bien faire au travail, ce sont des tâches d'opérateurs, des tâches répétitives et qui ne sont pas là non seulement pour répondre à nos valeurs et à nos rêves, mais en plus, ça correspond aux valeurs de quelqu'un d'autre. Ce travail, on le fournit pour un patron, pour accomplir ses rêves à lui, mais quelque part, nos rêves à nous, est-ce qu'on les accomplit directement sur le lieu de travail lorsqu'on est salarié ? Évidemment, pas forcément. Alors il y en a qui arrivent à trouver leur compte, mais d'autres, ils s'aperçoivent simplement qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre, ils œuvrent quotidiennement pour contribuer à accomplir les rêves de quelqu'un d'autre, mais ils s'aperçoivent que leurs propres rêves, ils les mettent de côté. Alors pour éclaircir tout ça et dégrossir le portrait, je vais vous donner 3 types de travail existants. Ces 3 types de travail sont bien évidemment des caricatures, il y a plein de sous-catégories, mais ça va nous aider à mieux voir les choses. Le premier type de travail, la première catégorie de travail, c'est le travail pénible. Le travail pénible existe depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme est homme, ce travail existe. Ce travail est assimilé au tripalium. Le tripalium, c'est quoi ? Dans l'Antiquité gréco-romaine, le tripalium, c'était l'instrument de torture. C'était vraiment faire un travail fastidieux, un travail usant, un travail dégradant dans lequel il n'y a aucun levier d'émancipation. Très faible revenu, très grosses dépenses d'énergie, beaucoup d'usure au travail, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça un instrument de torture, tripalium. C'est que concrètement, on s'use à la tâche. Donc ça peut être quoi ? Ça peut être des travaux extrêmement physiques, comme soulever des poids très lourds et pour avoir en fin de compte à la fin du mois un salaire très petit. Donc le travail pénible, c'est un travail aliénant, difficile et douloureux. La deuxième catégorie de travail, c'est le travail acceptable. Alors le travail acceptable est arrivé avec le développement de la civilisation et de divers métiers comme par exemple l'artisanat. L'artisanat est un travail qui demande plus de finesse, qui demande plus d'analyse, c'est un travail aussi beaucoup plus méticuleux. Alors je ne dis pas qu'il y a uniquement l'artisanat, mais dans le monde d'aujourd'hui, on peut transposer les catégories que je vous cite, même les plus anciennes, on peut les transposer dans le monde quotidien, dans le monde du travail. Comme par exemple, si on revient au travail pénible, tout ce qui est lié au travail difficile, douloureux et aliénant, il y a des travaux comme bosser chez Amazon, je sais que c'est
extrêmement éprouvant, il y a une perte de sens totale, mais aussi travailler à la mine, hein, ça existe encore le travail à la mine, c'est vraiment un travail extrêmement compliqué, physiquement extrêmement éprouvant. Et puis, c'est un travail qui rapporte peu. Concernant le travail acceptable, eh bien évidemment, le salaire est mieux. Physiquement, c'est beaucoup moins éprouvant, moins aliénant. C'est quelque chose qui est plus méthodique parce qu'il faut anticiper. Il ne faut pas uniquement utiliser son corps, il faut utiliser aussi sa réflexion. Donc, il va falloir anticiper certaines choses, il va falloir apprendre à s'organiser. Et ça demande, comme je l'ai dit, plus d'ingéniosité. Je pense que dans cette catégorie, on peut classer la plus grande partie des travailleurs qui font un travail qui n'est pas si éprouvant que ça physiquement, mais qui demande voilà, de la réflexion sur le travail. Donc tout ce qui est travail de bureau, ça peut être ça par exemple. Et enfin vient le travail passion. Le travail passion est arrivé très récemment. Le travail passion se rencontre avec l'accomplissement de soi. Alors les personnes qui s'inscrivent dans le travail passion, eh bien ça ne veut pas dire qu'elles sont tous les jours dans la joie, l'éclat et le bonheur, que c'est comme ça et que même elles puissent vivre de leur vocation, mais simplement le travail passion a trait au cœur et à la joie de l'individu. C'est-à-dire que les individus qui sont dans le travail passion s'adonnent à une activité qui leur procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est un travail qui est pour eux parfaitement aligné avec leur personnalité. Et comme le concept du bonheur est une expérience relativement nouvelle pour la nature humaine, parce que depuis peu de temps finalement on parle de bonheur. Avant on ne se souciait pas de ça, le but c'était simplement d'assouvir nos besoins. Jusqu'à il n'y a même pas 70 ans, il y avait encore la guerre, il y avait beaucoup de ressources qui nous manquaient et le simple objectif de tout le monde c'était de se procurer à manger, à boire et de quoi se loger en fait. Il fallait simplement satisfaire les besoins de base. Et au fur et à mesure qu'on s'est développé avec la révolution industrielle, on s'est mis à satisfaire des besoins que vous connaissez tous sur la pyramide de Maslow. Alors comme vous le savez, avec le développement industriel dans les années 50, 60, 70, eh bien on a vécu un véritable essor économique et du coup on a pu s'émanciper, on a pu s'adonner à beaucoup plus de loisirs, on a pu se préoccuper de choses qui sont plus en lien avec le soi de l'être. Et on a pu vraiment se poser des questions beaucoup plus profondes. Mais ça, retenez que c'est complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et comme je viens de le dire, le bonheur est une notion nouvelle. Et tant qu'on n'a pas atteint le bonheur, il va être très compliqué de trouver sa propre vocation. Donc c'est vraiment quelque chose de très générationnel. C'est quelque chose qui est propre aux nouvelles générations qui sont sur le monde du travail. C'est quelque chose d'inédit et de complètement nouveau. Et lorsqu'un individu trouve le bonheur dans sa vie, c'est qu'il dispose de l'environnement idéal pour épanouir sa passion. Alors cela va probablement vous demander d'envisager votre vie d'un autre point de vue, de sortir du moule, de ne plus essayer de faire comme tout le monde. Puisque ce mode de vie, le travail à la normale ne vous convient pas, il va falloir voir les choses d'un point de vue beaucoup plus original. Et ça, pour une personne hypersensible, ça peut être compliqué à assumer. Parce qu'il faut avoir une pleine conscience de soi. Il faut avoir une pleine conscience de son originalité, de ses vœux, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on ne veut pas faire non plus. Il ne faut plus être dans cette forme d'abnégation où on est capable d'accepter tout ce qui vient pourvu qu'on ait un salaire à la fin du mois. Vous l'avez certainement expérimenté. Vous ne serez jamais heureux de cette manière-là. Donc ça implique qu'il faille changer beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, la conscience de soi, savoir poser des limites sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut plus, surtout sur ce qu'on ne veut plus, sur les types d'environnement qui nous font péter les plombs, qui nous font déborder parce qu'ils débordent de stimulations qui sont complètement insupportables. Et puis dans cette part d'originalité, il faut aussi accepter d'être visible. Visible pour ce que vous êtes et non pas visible pour ce que vous n'êtes pas. Et très souvent, eh bien vous avez fait l'expérience, j'en suis sûr, lorsque vous avez eu des entretiens d'embauche, vous avez dû mettre un masque social, un masque qui va mentir sur qui vous êtes, un masque qui va vanter des choses qui ne vous ressemblent pas. Mais simplement, c'est quelque chose de naturel que j'ai vécu aussi, où j'ai dû mentir à des entretiens pour entrer dans le moule et correspondre aux exigences de la boîte pour laquelle j'étais en train de postuler. On fait tout ça quelque part. Pour les personnes moins sensibles, eh bien, c'est plus facile, c'est vivable, c'est acceptable, on peut faire des concessions. Mais pour une personne hypersensible qui est fragile sur le plan de la stimulation, qui est fragile sur le plan de la sensibilité, qui est facilement irritable, qui peut être sujet à des stress chroniques, à des stress aigus, eh ben, ça va avoir des conséquences beaucoup plus graves. Et c'est généralement pour cela qu'on tient beaucoup moins longtemps dans un travail parce qu'on n'arrive pas à porter une charge insupportable sur les épaules. Si vous avez une chose à retenir dans cette vidéo, c'est que votre accomplissement général ne viendra jamais avec le job
idéal. Ne cherchez pas le job idéal parce que vous serez à chaque fois déçu. Mais au contraire, la démarche à mettre en application, c'est que vous, en vous inscrivant dans une démarche de croissance personnelle, vous allez vous développer d'une telle manière qu'au bout d'un moment, c'est le job idéal qui viendra à vous. Et ça, je suis sûr que vous le comprenez. C'est en se développant soi-même qu'on développe les opportunités autour de soi. Ce n'est pas en faisant un travail d'arrache-pied, de forcené à la recherche du job idéal que vous allez trouver ce job idéal. C'est ce job idéal qui va venir à vous si vous prenez la décision de travailler sur vous. Et justement, pour cela, je vous propose des coachings spéciaux pour hypersensibles. Dans ces coachings, on travaille sur vous, sur votre hypersensibilité, sur comment améliorer les facteurs autour de vous pour que vous puissiez croître, pour que vous puissiez vous développer de la meilleure des manières. Imaginez que chaque hypersensible est un arbre. Si on met un arbre dans le béton, dans l'espace urbain, dans un travail urbain, dans des bureaux aseptisés, eh bien cet arbre ne va évidemment pas bien grandir, ou pire même, il va échouer dans son processus de croissance. Au contraire, si on choisit un environnement optimal pour cet arbre, si cet arbre grandit avec de l'espace, avec un air doux, si les conditions environnementales ne sont pas extrêmes, ni trop froid, ni trop chaud, ni trop de vent, ni trop de pluie, eh bien, on va avoir des conditions adéquates pour pouvoir avoir un arbre bien grand, bien épanoui, bien étoffé. C'est ce que je vous souhaite à vous, c'est de trouver vraiment l'environnement idéal pour que vous puissiez croître de la meilleure des manières. Et si vous souhaitez sincèrement et très sérieusement bosser sur vous, je vous invite vraiment à réserver une place de coaching, c'est très accessible. Et ensuite, eh bien, une fois que vous avez réservé votre place, je vous proposerai simplement 3 dates. 3 dates, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. On se fait une conférence sur Zoom, une conférence à 2 pendant 60 minutes et ensemble, on travaille sur votre situation pour que vous puissiez trouver les meilleurs axes de votre vie à développer afin de vous épanouir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, vous le savez, j'échange beaucoup avec vous. Si vous êtes nouveau, vous l'apprenez. J'adore échanger avec vous, j'adore connaître vos préoccupations. Ça m'alimente et ça me permet de créer du contenu adapté par rapport à vos préoccupations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été riche en informations pour savoir au moins quel mindset avoir, quelle démarche entreprendre pour ne plus se tromper, pour ne pas retomber dans les mêmes pièges et justement choisir la voie de la pleine croissance. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.